Bonjour tout le monde, je me présente rapidement. Je suis Ibrahima Diallo, directeur de la Bourse de sous-traitance et de partenariat. Et c'est tout un honneur pour nous de vous recevoir sur ce webinaire ce matin avec des experts pour parler un peu du plan d'appui, des différents plans d'appui euh, au secteur privé dans le cadre de la riposte contre la COVID. Donc, nous avons avec nous aujourd'hui M. Saifullah Baldé qui va représenter M. Aliou Souaré. M. Saifullah est directeur des programmes au FODIP et il est membre du comité de pilotage des fonds d'appui au GIE et au PME. Donc, M. Baldé va nous parler des fonds de l'État mis à disposition des PME et comment les PME peuvent en bénéficier. Après, nous allons parler aussi avec Dr Barry. Dr Barry, qui est le directeur national en charge des partenariats publics-privés et directeur pédagogique du CPFP, qui va aussi nous parler de comment les PME ou le secteur privé peut bénéficier du plan de riposte de l'État et aussi qui va nous donner certaines astuces sur les opportunités qui se présentent aussi dans le cadre de la COVID. Donc, sans tarder, rapidement, je vais faire une petite présentation d'abord au niveau de la bourse ici par rapport à tout ce que nous aussi on a entrepris dans le cadre de la riposte contre la COVID. Et je vais partager mon écran tout en espérant que tout le monde voit mon écran. Donc, l'idée ici, c'est qu'on sait tous que depuis le 12 mars, la Guinée a été touchée par la COVID et une pandémie qui affecte non seulement la Guinée, mais le reste du monde entier. Donc, cette pandémie a causé un ralentissement général du système productif et la perte des opportunités d'affaires pour le secteur privé. Et cela est dû notamment à de nombreuses causes, et plus spécifiquement la restriction des mouvements des personnes, des biens liés à la fermeture des frontières. Donc, tout ceci a entraîné un impact négatif sur le secteur privé. Donc, c'est dans ce cadre que la Bourse aussi a décidé de lancer un programme de riposte, un programme d'appui au secteur privé qui a deux composantes. La première composante qui est un plan d'urgence, c'est-à-dire comment naviguer cette pandémie, et la deuxième composante qui est un plan de résilience, donc la survie des PME après la COVID. Dès maintenant, parce que dès maintenant, il faut réfléchir à l'après-COVID pour se rassurer qu'à la fin de cette pandémie, qu'on a toujours des entreprises qui existent et qui sont en position de relancer notre économie. Donc, en termes de plan d'urgence, comment il a été conçu? On a d'abord fait un sondage au niveau des PME membres de la BSTP pour obtenir leurs avis par rapport à l'impact de la COVID sur leurs activités. Donc, à travers ce sondage, 27% ont noté l'arrêt des demandes de services d'offres par leurs clients, ce qui donc entraîne un impact financier sur leurs activités. 22% craignent les risques de contamination au travail, donc ne sont pas outillés pour mettre en œuvre les mesures de sécurité. Et en réalité, au début du Covid, personne n'était outillé. Hein. Donc, je pense que tout le monde courait de gauche à droite pour savoir quelles sont les mesures qu'il faut mettre en place, surtout dans le cadre du travail. Et je pense qu'après un certain moment, avec l'appui de l'État et notamment de l'ANSS, on a tous su adopter les mesures barrières. Et j'encourage tout le monde de continuer à adopter ces mesures, car on n'est pas complètement sorti de l'ornière. Ensuite, 18% ont relevé le manque criard d'informations sur comment éviter le Covid dans le milieu du travail. 16% ont constaté un arrêt complet de recouvrement des créances, ce qui a causé une perte d'emploi pour d'autres et qui va continuer à causer une perte d'emploi si les mesures qui vont les permettre d'atténuer cet impact. Et 16% ont noté qu'ils ont été obligés de réduire le nombre de personnel afin de pouvoir naviguer cette période. Donc, tout ceci, toutes ces informations, toutes ces sources, toutes ces données ont mené à un plan d'urgence que nous avons mis en place pour donner des solutions aux PME membres de la BSTP. Et en termes de renforcement de capacité, il y a la formation et le coaching des PME, surtout dont au moins 50% appartiennent aux femmes sur le marketing digital et le télétravail. Donc, cela permet aux PME de s'adapter dans ce nouveau contexte
et de pouvoir promouvoir leurs biens et services en ligne. Donc ça, c'est une formation qui sera lancée dans les jours à venir pour les PME de la BSTP. Au-delà de cela aussi, on est en train de lancer une formation et un coaching sur tout ce qui est gestion des ressources humaines, gestion financière et marketing dans le contexte du Covid. Donc, cette formation va permettre aux PME de mieux s'outiller pour mettre en place des procédures de télétravail, des procédures de travail à distance, comment gérer sa qualité, sa trésorerie à distance et comment se rassurer que dans le cadre de la mise en œuvre de leurs activités, qu'ils tiennent en compte tout ce qui est qualité, hygiène, sécurité, environnement, ce qui est très important dans le contexte dans lequel on vit aujourd'hui. Au-delà de cela, en partenariat avec le ministère de l'Industrie, la SFI du groupe de la Banque mondiale et du PRECOP, qui est le projet de renforcement de la compétitivité des entreprises d'accès au financement. On va former les PME productrices du matériel de production contre la COVID et on va les aider à écouler ces produits, à faciliter leur accès au marché. Ensuite, on a aussi lancé la BSTP TV. Cette BSTP TV, l'objectif ici, c'est, comme tout le monde est à la maison, c'est de nous permettre de vous apporter des informations et des formations à distance et en toute sécurité. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un contexte virtuel, dans un contexte qui demande beaucoup de sécurité. Donc, on a décidé de mettre cette Web TV à votre disposition, à la disposition du secteur privé, afin de continuer à échanger, de continuer à promouvoir les entreprises, les entrepreneurs locaux, mais aussi à continuer à surtout sensibiliser aussi sur les besoins de renforcement de capacité et les opportunités d'affaires qui existent. Et en interne ici, on s'est dit aussi qu'il fallait améliorer la plateforme. Donc actuellement, on est en train de travailler sur une nouvelle plateforme en ligne qui sera plus riche en informations et faciliter le renforcement de capacité en ligne. Parce qu'on s'est rendu compte que, au fait, le contexte dans lequel on vit, ça sera un peu le nouveau contexte mondial. Donc, il faut qu'on puisse s'adapter, il faut qu'on puisse mettre en place des outils qui nous permettent de continuer à fonctionner et même à développer nos compétences à distance. Ensuite, au deuxième plan du plan d'urgence, nous avons l'accès au marché. Et là aussi, comme je l'ai dit dans le sondage, 27% ont noté l'arrêt des demandes de services d'offres par leurs clients. Donc, il fallait trouver des astuces pour faciliter l'accès au marché des PME. Et donc, on a lancé un programme de promotion gratuite des biens et services pour les entreprises fortement impactées par la COVID, notamment tous qui sont dans l'hôtellerie, le tourisme, la restauration. Donc, c'est d'ailleurs l'opportunité pour moi de dire que si vous avez des biens et des services que vous offrez dans le cadre du Covid et que vous êtes dans ce secteur, vous pouvez vous rapprocher de la bourse de sous-traitance. On va travailler avec vous pour mettre en avant tout ce que vous offrez et pour faciliter votre accès au marché. Aussi, en partenariat avec les entreprises minières, on est en train de travailler pour voir comment écouler les produits, les matériaux liés au Covid qui sont produits par les entreprises locales, comment faciliter leur achat. Le troisième point sur l'accès au marché, c'est la consolidation et le partage de ce produit d'affaires. On sait qu'au niveau de la bourse, il y a les entreprises minières qui postent leurs appels d'offres pour le moment, mais on s'est aussi mis dans un état d'esprit de consolider les autres offres qui existent sur le marché afin de pouvoir chaque semaine informer nos PME et élargir leur assiette d'opportunités. Donc, pour ceux qui sont membres de la BSTP, vous avez certainement commencé à recevoir des emails avec d'autres appels d'offres, d'autres opportunités de marché qui existent. Donc, tout cela, c'est pour accroître l'assiette et aider à traverser cette période. Et le dernier point, c'est l'assistance technique aux PME locales pour soumissionner, bénéficier, exécuter des marchés devant être préalablement exécutés par des entreprises internationales. Donc là aussi, avec les partenaires, on est en train de voir les marchés qui ont été repoussés ou, si je peux même dire, annulés ou qui devaient être exécutés par des sous-traitants internationaux et voir comment rediriger cela vers les entreprises locales, tout en mettant un accent particulier sur un accompagnement et l'assistance technique de la BSTP et ses partenaires pour se rassurer que le travail est correctement fait. Donc, ça sont des mesures que nous avons entreprises pour continuer à faciliter l'accès au marché. Donc, au-delà de cela, nous avons lancé une campagne de sensibilisation
Euh, il y a des boîtes, nous avons confectionné des boîtes à outils pour les PME. Et bientôt, les informations qui commencent, ces boîtes à outils seront partagées aux PME pour les permettre de participer aux formations tout en sécurité et de respecter les mesures barrières. Au-delà de cela, il y a aussi une campagne d'affichage qui a déjà commencé. Et il y a des spots audio et vidéo toujours pour sensibiliser les PME sur les mesures sanitaires à mettre en œuvre. Parce qu'on s'est rendu compte au fait qu'il y a plein de sensibilisations qui se passent, mais le secteur privé lui-même n'est pas sensibilisé sur les mesures à mettre en place au niveau de leur entreprise. Donc, on met un accent particulier sur cela. Ensuite, il y a aussi le renforcement du dispositif d'information pour les PME, renseigner les entreprises sur les mesures mises en œuvre à leur profit et les aider dans l'accomplissement des démarches administratives. Et c'est dans ce cadre qu'on est aujourd'hui, où on a M. Barry qui vont nous aider à comprendre les mesures qui ont été prises par l'État et comment on pourrait accompagner le secteur privé dans l'accomplissement de cette démarche administrative. Donc, au-delà de cela aussi, comme la bourse de sous-traitance est une entité à laquelle adhèrent les acheteurs, qui sont notamment les grandes entreprises ou multinationales et les PME locales. Donc, pour faciliter l'accès au marché, l'accès à tous ces services pour les PME locales, on offre une réduction sur les frais d'adhésion qui sont généralement 2 millions. Donc, il y a une remise de 25%, soit 250 000 pour les PME membres, les PME qui sont déjà membres de la bourse et qui doivent renouveler leur inscription annuelle. Ensuite, une remise de 30% une remise promotionnelle de 15% pour les PME qui sont non membres, qui souhaiteraient adhérer à la bourse pour bénéficier de toute cette panoplie de mesures et d'accompagnement qui ont été mises en place. Donc, tout ceci parce qu'on est conscient aujourd'hui du poids que cette crise a sur les entreprises locales. Donc, on est en train de voir quelles sont les mesures, les astuces à mettre en place pour réduire les charges opérationnelles. Ce qui m'amène au prochain point, qui est les partenariats. Donc, avec tout ce qui se passe, avec toutes les charges qui pèsent sur les entreprises locales, avec l'arrêt des recouvrements des créances, avec l'arrêt des demandes des services d'offres par les clients, on s'est dit qu'il faut trouver des astuces pour réduire certaines charges. Donc, notamment tout ce qui est coût d'Internet, tout ce qui est coût qui permet, tout ce qui est logiciel qui permet la gestion de l'entreprise à distance. Donc, c'est dans ce cadre qu'on a signé un partenariat avec MTN qui offre une remise de plus de 60% aux PME membres de la bourse pour tout ce qui est l'accès à l'Internet. Et une remise de 50% et 2 mois d'essai gratuit d'un logiciel commercial qui s'appelle GESCOM, en partenariat avec DICORP. Ce logiciel permet la gestion de l'entreprise à distance, ça permet de gérer votre trésorerie, les ressources humaines, les congés, la gestion financière, ça permet tout cela à distance. On a aussi reçu des informations sur lesquelles les entreprises souhaiteraient profiter de ce temps aussi afin de se former et de renforcer les compétences de leurs employés. Donc, à travers cela, on a négocié une remise de 20% avec une institut de langue, International Institute for Language and Professional Studies, qui est un institut de langage, pour la formation en anglais. Donc, pour tous les entrepreneurs qui souhaiteraient se former en anglais, qui sont membres de la bourse, ils peuvent bénéficier de 20% de remise aujourd'hui. Actuellement aussi, on est en cours de négociation pour d'autres remises, qui sont notamment la construction des sites web avec la transformation digitale qui se passe aujourd'hui. Les PME ont besoin d'un accompagnement à des coûts vraiment réduits pour pouvoir avoir une présence digitale. Donc, on met un accent particulier sur cela, mais sur tout ce qui est achat d'équipement aussi. Donc, on est en train de nouer des partenariats avec des entreprises locales qui revendent des équipements pour voir comment faciliter cela pour les paiements de la bourse. Donc, ça, c'était rapidement la première composante. Donc, la deuxième composante qui est la résilience, c'est là où on commence déjà à réfléchir à l'après-Covid. Qu'est-ce qu'il faut faire dès maintenant? Donc là, on va bientôt lancer un programme de gestion des risques et de restructuration des PME qui va accompagner individuellement les entreprises membres de la bourse à se restructurer, à redéfinir leur stratégie, leur plan d'affaires et plan de relance. Donc, l'idée ici, c'est que
il y a eu un impact à cause du Covid, c'est de faire une analyse rétrospective de l'impact de la pandémie et définir son corrélate d'incidence sur le fonctionnement des PME. Ce qui va permettre de mettre en œuvre des plans de relance, de savoir s'il faut réorienter ses ressources vers un nouveau plan d'affaires, quelles sont les opportunités qui existent maintenant à cause de la Covid. Parce que malgré le fait que la pandémie est là, il y a un côté positif, il y a aussi des opportunités qui se présentent. Et M. Barry, je pense, va aller en détail dans ces opportunités. Donc, l'idée, c'est de préparer les PME à saisir ces opportunités. Et au-delà de cela, c'est l'exploration des opportunités d'affaires et la réflexion des stratégies subséquentes en période post-Covid. Donc, après, joint à ce plan de relance, on s'est dit que qu'est-ce qui va se passer? Une fois que l'entreprise est restructurée, elle a un plan d'affaires, il y a certainement des nouveaux besoins qui vont se dégager. Donc là, on va mettre en place un fonds d'assistance aux PME qui va les accompagner si c'est dans l'achat des équipements, si c'est dans l'atténuation des charges opérationnelles. Mais en tout cas, tout ce qui est dépenses liées en directe corrélation avec le nouveau plan d'affaires et la nouvelle stratégie commerciale des entreprises, on va s'impliquer pour voir quel est l'accompagnement qu'on pourrait faire. Et au-delà de cela, avec nos partenaires bancaires, on va travailler sur la mise à disposition des informations sur les services offerts, les différentes promotions, le crédit bail, les lignes de crédit, tout cela pour accompagner les entreprises dans leur plan de relance. On va aussi mettre à disposition des PME une expertise pour assister à élaborer les dossiers de demande de crédit auprès des banques et des partenaires, parce que souvent on se rend compte que les PME elles-mêmes ne sont pas outillées ou ne savent pas comment faire des demandes. Donc, cette expertise sera là à la bourse et pourra accompagner les PME le long de ce processus. Et l'idée, c'est qu'une fois qu'un prêt est obtenu, c'est aussi d'accompagner ces PME pendant les 3 premiers mois afin de les aider à mener une gestion efficiente et optimale de leur trésorerie. Donc, toute cette panoplie d'accompagnement, c'est pour se rassurer que nos PME survivent non seulement cette période de Covid, mais qu'elle soit là pour le long terme. Donc, au-delà de cela, j'ai parlé un peu de ce qu'on fait pour les PME, mais en interne, j'ai parlé de la plateforme qu'on est en train de revoir, qu'on est en train d'améliorer pour faciliter l'accès aux services en ligne et la rendre beaucoup plus fluide. Et non seulement pour les PME locales, mais pour les grandes entreprises multinationales acheteurs et les partenaires aussi. On va aussi certainement, on compte lancer aussi un programme de labellisation des PME qui va aller un peu en profondeur en termes de qualification des PME, en termes de catégorisation des PME, pour mieux s'assurer que nos PME répondent aux normes et aux standards internationaux. Donc, c'était un peu rapidement la présentation sur la bourse de sous-traitance et sur les mesures que nous avons entreprises ici. Donc, je pense que si possible, je vais passer la parole à M. Baldé. On va garder les questions pour la fin des présentations. Donc, M. Baldé va nous expliquer un peu qu'est-ce que c'est que le FODIP et le Fonds d'appui au groupement d'intérêt économique et aux PME et comment le secteur privé peut effectivement en bénéficier. Donc, M. Baldé, là, je vous passe la parole. Parfait. Merci beaucoup, M. Diallo. Merci pour la très belle présentation. Et je félicite la bourse de sous-traitance pour toutes ces activités pour vraiment aider les PME locales à survivre à cette pandémie. Donc, je me présenterai très rapidement. Saïfoulaye Baldé, je suis le directeur des programmes et des partenariats ici au FODIP. Mon background, c'est un background de banquier. Donc, après 10 ans dans une banque à Montréal, dans une banque commerciale, je suis rentré à Conakry. J'ai commencé par la PIP, où j'étais le directeur adjoint au département d'assistance d'entreprise. Et depuis 1 an maintenant, je suis au FODIP dans mon rôle actuel. Et c'est pour moi, chaque jour que Dieu fait, c'est un plaisir de travailler et d'essayer d'aider les PME avec le peu de connaissances que j'ai. Donc, en gros, c'est ça pour ma personne. Le FODIP a été créé, quant à lui, il y a environ 1 année. Donc, c'est un fonds qui est destiné à développer les PME et les industries en Guinée. Donc, au niveau des ressources, on a des ressources venant de l'État et aussi on essaie de nouer des partenariats avec les partenaires au développement pour permettre vraiment à mobiliser des ressources en faveur de la promotion d'un secteur privé
notamment au niveau du financement des activités des PME. Et avec le secteur public, notamment la bourse de sous-traitance, la PIP, etc., nous essayons vraiment d'identifier et de financer les projets de renforcement de capacité institutionnelle liés vraiment à la mise en place de nos programmes respectifs aussi. Pour ce qui est aussi des activités en cours au niveau du FODIP, nous avons démarré un programme de mise à niveau et de modernisation des entreprises. Nous allons aussi, grâce à l'État, nous participons à la mise en place d'un fonds de garantie pour aider les PME à avoir accès au financement. Nous développons à l'interne un outil de financement participatif. Et encore, pour finir, nous élaborons aussi un projet d'appui à l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes en milieu urbain et rural. Je ne veux pas trop m'étaler aujourd'hui sur ce que le FODIP fait, parce que je pense que ce webinaire est vraiment lié à l'accès aux fonds d'appui aux GIE, aux entreprises. Et donc, je vais prendre un peu plus de temps pour vous expliquer, vous en tant que PME, vous en tant qu'industriel, comment vous pouvez en fait avoir accès au fonds d'appui au GIE qui a été mis en place par le gouvernement. Donc, d'abord, c'est un fonds qui a été logé, qui a la tutelle technique, bien sûr, du ministère de l'Industrie et des PME, et la tutelle financière, c'est le ministère de l'Économie et des Finances. Donc, il a pour objectif, bien sûr, apporter des assistances financières remboursables. Donc, le mot remboursable est très important aux GIE, aux entreprises, particulièrement touchées par le Covid. Donc, pour cela, bien sûr, il a deux organes de gestion. Un organe qui est le comité de pilotage et l'autre organe qui est le secrétariat technique. Je vais partager sur le chat tout de suite le lien du FAGE directement. Comme ça, vous pourrez en fait cliquer et lire beaucoup plus dessus. Mais il y a plusieurs secteurs qui sont éligibles, notamment la prestation de services, le tourisme, le commerce, l'agriculture, l'élevage, la pêche, la restauration, l'éducation et la culture. Des points très importants pour être éligible, et ça, j'aimerais que vous preniez note, cher entrepreneur, il faut être formalisé, c'est-à-dire avoir un RCCM à jour, avoir au moins 5 employés, un chiffre d'affaires qui a été impacté par le Covid, d'au moins, donc une baisse de chiffre d'affaires de 30% minimum, être à jour au niveau, bien sûr, aussi de tout ce qui est fiscalité avant la Covid-19. Il faut aussi faire un engagement de maintenir 70% des employés. Et enfin, pour finir, il faut avoir au moins excusez-moi, je pense que je l'ai déjà dit, c'est de ne pas avoir des MP auprès d'autres banques de la place ou microfinance. Donc ça, c'est les 5 critères d'éligibilité. Le moyen le plus qu'on a mis en place pour avoir accès au fonds, c'est qu'en tant que PME, vous passez par votre banque. On a fait des partenariats avec toutes les banques de la place. On a des points focaux qui ont vulgarisé les conditions du FAGE. Donc, c'est aller à votre banque, rencontrer votre conseiller, appliquer pour le fonds. Ils vont suivre leur process habituel par rapport à l'octroi de crédit. Une fois que ces demandes ont été approuvées au niveau de ces banques-là, cela est remonté au niveau du comité technique qui est logé au FODIP. Nous revoyons les demandes de manière qualitative. Je dis bien qualitative parce que nous voulons aussi aider les secteurs les plus impactés. Ensuite, une fois que les demandes ont été approuvées au niveau du FAGE ici, qui est logé au niveau du FODIP, ensuite, on les envoie en fait au niveau de la banque centrale qui fait un décaissement au niveau de la banque à laquelle le client est parti pour souscrire au prêt. Donc, il y aura une période moratoire de 6 mois sans paiement, mais il faudra que dès après les 6 mois, que les clients recommencent à payer le montant qui est dû. Les prêts ont des délais maximum de 3 ans et le taux est de 5%. Donc, vous avez, comme je vous l'ai dit, deux manières d'aller à votre banque directement pour appliquer ou aller sur le site internet du FODIP que je vais partager. Vérifier votre éligibilité. On a une API qui va vérifier cela de manière automatique. On est connecté à la DNI et à la PIP. Une fois que l'éligibilité est démontrée, votre dossier sera enregistré et soumis à la banque à laquelle vous aurez choisi. Ensuite, cette banque-là va vous appeler pour faire le process de demande de crédit, ainsi de suite. Nous voulons en fait, avec ce fonds-là, impacter le maximum de PME et c'est un fonds d'urgence.
Donc, nous ne voulons pas que ce soit vraiment des montants d'investissement pour acheter de nouvelles machines, etc. Vraiment pour vous aider pour le fonds de roulement, pour payer vos emplois, etc. Pour des fournisseurs ou quand vous êtes en retard au niveau de certaines de vos obligations. Donc, ce n'est pas un fonds d'investissement, c'est aussi un point très important à dire. Et nous avons le directeur du FODIP qui est de retour de sa réunion avec le comité de pilotage. Je pense qu'il pourrait peut-être continuer l'interview avec vous, monsieur Abbé Diallo. Qu'est-ce que vous en pensez? Je propose qu'avant qu'on ne passe à la présentation, peut-être que si on peut prendre 2 ou 3 questions par rapport au fonds d'appui. Absolument, bien sûr, bien sûr. Je pense que c'est une... Donc, pour ceux qui préfèrent poser des questions, vous pouvez, si vous levez la main, on peut ouvrir votre micro pour que vous posez la question. En attendant, il y a une autre question qui est là. Pour monsieur Baldé, on dit pour le FODIP, le fonds est remboursable avec ou sans intérêt. Si avec intérêt, quel est le taux? Voilà, ouais, le fonds est remboursable avec intérêt. Le taux est de 5% annuel par rapport à cette question-là. Et il y a une période moratoire de 6 mois. Donc, les premiers 6 mois, on laisse vraiment le temps à la PME de souffler, de pouvoir gérer ses activités. Et le remboursement se fait au bout du 6e mois, sur un amortissement qui va être décidé de commun accord avec votre banquier lorsque l'approbation sera faite, pour un maximum de 3 ans. OK. Bien répondu. Monsieur Kerno Sadou Diallo, allez-y, votre micro est ouvert. Allô? Monsieur Kerno Sadou Diallo, vous avez demandé la parole? Oui, c'est ça, exact. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous reçoit. Oui, bonjour tout le monde. Oui, c'est avec vraiment beaucoup de plaisir que j'ai suivi les 2 présentations jusqu'ici. C'est formidable, je vous félicite pour ça. Et je félicite la bourse pour toutes les mesures prises pour épauler les PME. Bon, j'aimerais rapidement poser une question à M. Baldé, c'est par rapport au fonds. Est-ce que le fonds qui est mis à disposition, il est plafonné? Je veux dire, une PME, est-ce qu'il y a une limite dans sa demande? C'est 100 millions, c'est 1 milliard, c'est 10 millions, c'est plafonné à combien? C'est une très bonne question, monsieur Diallo. Bien sûr, il y a un plafond de 10 milliards instauré par le décret, sous réserve, bien sûr, de disponibilité des fonds. Donc, le chef de l'État, dans un premier temps, voulait mettre 500 milliards dans ce fonds-là, avec un déboursement progressif. Mais ce n'est pas le cas pour le moment, c'est en cours. Pour le moment, nous voulons vraiment que les demandes soient des demandes vraiment motivées par une aide d'urgence. C'est-à-dire que si une PME a un chiffre d'affaires de 100 millions de francs guinéens, ou disons 500 millions de francs guinéens, et qu'elle fait une demande de 6 milliards, ça n'a pas de sens. Ça devient une demande pour de l'investissement au niveau de la compagnie. Donc, par exemple, si une compagnie 1 million parce elle n'a pas réussi à payer ses fournisseurs dans le cadre de ses activités à cause du Covid, il y a un baisse de chiffre d'affaires. Dans ce cas, moi, je trouve que c'est une demande raisonnable. Donc, c'est un point très important que vous avez soulevé là. Il y a un plafond de 10 milliards, mais ce n'est pas un plafond sur lequel il faut abuser. Merci, M. Baldé. On a une autre question ici. C'est M. Baldé, est-ce qu'au-delà de votre intérêt est-ce qu'au-delà de l'intérêt de remboursement, notre banque nous taxera également le sien? Voilà, c'est un taux de 5%, tout taxes comprises. Comme je vous l'ai dit, on a des partenaires avec les banques de la place et des conventions signées qui permettent de maintenir ce taux très bas pour les PME à 5% maximum. Et dans le cadre aussi de ce fonds-là, il n'y aura pas de frais de dossier. Nous écoutons les PME, on avait compris que les frais de dossier étaient aussi un problème, donc il n'y aura pas de frais de dossier. Au niveau des garanties, aussi, c'est des garanties, disons, allégées que votre banquier pourra vous détailler. Donc, en gros, c'est pour ça que ce fonds-là, je pense qu'il est adapté aux PME parce que non seulement le taux, il est avantageux, deuxièmement, au niveau des garanties, nous avons essayé d'être un peu plus souple, mais les garanties existent toujours parce qu'on veut quand même nous assurer que les personnes qui appliquent pour le fonds sont des personnes qui ont des compagnies solides et qui sont responsables d'un point de vue financier. Okay.
Une question de la part de M. Barry. Est-ce que toutes les banques sont éligibles? Oui, Monsieur Barry, toutes les banques sont éligibles. Nous travaillons avec les deux associations de banques, l'APB et l'APMG. Nous avons en fait là, chacune des associations, environ 14 banques et 14 institutions de microfinance. Nous avons fermé la porte à aucune des institutions. Donc, moi, je mettrai à disposition, après le call et aussi sur le chat, quand sera le tour de M. Barry, plusieurs informations par rapport à certains points focaux et aussi à certaines banques qui ont déjà souscrit au FAGE. OK. Donc, je vais ouvrir Madame Saran Keita a une question. J'ai ouvert son micro. Madame Saran Keita. Merci à tout le monde. Monsieur le directeur, merci d'avoir organisé cette formation. Ma question, je voudrais savoir, Monsieur Baldé a touché tout de suite, si on peut avoir après la formation une liste concernant les banques qui sont en partenariat, les banques et les microfinances qui sont en partenariat dans le cadre de ce fonds. Si on peut avoir cette liste, ça c'est la première question. La deuxième question, ça c'est avec M. Abé même. Monsieur Abé, vous avez touché tout de suite le partenariat avec MTN et d'autres entreprises concernant la remise avec l'Internet pour pouvoir aider les PME à se former ou bien à se connecter pour faire certaines choses. Je voudrais savoir, comment les PME peuvent bénéficier de cette opportunité pour pouvoir faire leur formation, soit en Internet ou bien faire leur commerce en Internet. C'était les deux questions pour le moment. Merci, docteur. Donc, rapidement, je vais répondre à ma question avant de passer la parole à M. Baldé. Pour bénéficier de ces partenaires, de ces avantages, vous pouvez vous rapprocher de la bourse de sous-traitance et on va partager les coordonnées avec la présentation. Et ensuite, on pourra vous mettre en relation avec les différents partenaires pour qu'on sera sûr que vous bénéficiez effectivement de tout ce qui a été négocié. D'accord. OK, ça marche. Maintenant, M. Baldé. Oui, pour revenir à votre question, bien sûr, je mettrai dans le chat tout de suite, là, en fait, d'abord le lien, je viens de le mettre. Le lien vraiment du FAGE vous permet de surfer, de lire les conditionnalités. Et aussi, on a aussi un chat et aussi un numéro que vous pouvez appeler au cas où vous avez des questions additionnelles. Donc, nous sommes vraiment ouverts à aussi recevoir des PME ici. S'il y a des groupements économiques parmi nous, nous voulons aussi que les groupements économiques s'intéressent au FAGE parce que c'est là-bas qu'il y a aussi un plus grand impact, à notre avis. Donc, je viens de le partager, le message sur le groupe. Et je vais envoyer la liste ensuite, je pense, à Monsieur Diallo, qui pourra peut-être transférer à la liste des personnes qui étaient présentes aujourd'hui ou bien à la bourse de sous-traitance. OK. Je pense qu'on va passer à M. Barry. On va revenir aux questions à la fin de la présentation de M. Barry. Donc, il y a une question. Est-ce que les entreprises individuelles peuvent bénéficier de ce plan de riposte de l'État de la part de M. Mamadou Salou Diallo? Je précise qu'une entreprise individuelle peut avoir un seul employé. Alors oui, M. Diallo, disons si on se fie au décret, oui, les entreprises individuelles peuvent en fait avoir accès à ces fonds-là. Mais il faut toujours avoir 5 employés. Je ne sais pas c'est quoi le montage légal derrière tout ça, comment on peut avoir un contrat avec 5 employés. Mais si vous avez 5 employés, que vous êtes avec une entreprise individuelle comme un établissement, avec des contrats vraiment visés par l'AGIP, ce qui est très important, il faut que ce soit visé par l'AGIP. À ce moment-là, vous pouvez absolument être éligible. Si M. Diallo permet, je vais juste parler un peu des critères d'éligibilité parce que c'est important que ce soit bien clarifié. Je vais juste vous montrer. Est-ce que je peux partager mon écran? Ah, non, je pense que c'est mieux que oui.
je l'explique parce que peut-être ça peut apporter à confusion. Donc, au niveau du RCCM, bien sûr, il faut enregistrer au niveau de la PIP avant le décret portant instauration de l'état d'urgence sanitaire. Je pense que c'était le 13 mars, si je me trompe pas à peu près. Donc, il faut aussi s'assurer que l'entreprise a un quitus fiscal courant 2019 visé par la Direction nationale du contrôle financier. Donc, il faut que le quitus fiscal soit loi disant que vous êtes vraiment à jour. Deuxièmement, il faut s'assurer que l'entreprise a fait ses déclarations fiscales les mois qui ont précédé l'instauration de l'état d'urgence sanitaire. C'est aussi un point très important. Au niveau des 5 employés, donc, vous avez le choix. Vous fournissez 5 contrats visés par l'AGIP en cours de validité, ou s'assurer aussi que les employés sont immatriculés à la CNSS et sont à jour vis-à-vis des cotisations sociales. Donc, vous avez le choix de ces deux options-là. Ensuite, bien sûr, c'est faire un engagement écrit. Nous avons envoyé les modèles au niveau des banques de maintenir 70% des employés. Donc, si vous avez 5 employés, il faut au moins que vous en maintenez 4. Et on va pouvoir le vérifier, on va faire des visites de terrain et vérifier cela parce que le déboursement sera progressif. Ensuite, il faut avoir perdu 30% de son chiffre d'affaires. Pour cela, les banquiers ils ont uniformisé leurs moyens de calcul, pourront le calculer. Donc, si ce n'est pas 30% de perte de chiffre d'affaires, pour nous, c'est juste un soubresaut dans la compagnie, elle n'a pas été très impactée. Donc, ça, c'est aussi un point important. Et il ne faut pas avoir bénéficié d'un appui similaire de l'État. Donc, si vous avez déjà eu des fonds de l'État reliés au Covid, vous ne pourrez pas appliquer pour ce qui est le FAGIE. En plus, la dernière qui est très importante, c'est être à jour avec votre propre banque. Si vous n'êtes pas à jour, vous avez des impayés, vous êtes en recouvrement avec n'importe quelle banque en Guinée, vous ne pourrez pas aller chercher ces fonds-là. Donc, il faut vraiment que vous vous assurez avec vos banques. Soit vous avez vraiment réussi à avoir des ententes de paiement, mais vraiment que la banque se dise satisfaite des facilités de crédit que vous avez avec eux. Donc ça, c'est pour revenir au niveau des conditions d'éligibilité qui sont très importantes. Merci, M. Diallo. Merci. On va prendre une question en ligne avec AgriNégos. J'ouvre le micro. Allez-y. AgriNégos, M. Abdoulaye Kake. Vous êtes bien vouloir enlever le mute. Vous êtes sur mute pour le moment. Oui, bonjour. Allô? Bonjour. Okay. Oui, on vous reçoit. Allez-y. Bon, c'est sur les critères les conditions sur lesquelles on octroie la somme. Bon, moi, j'ai vu sur le lien qu'on m'a envoyé que le taux d'intérêt de remboursement est de 5%, c'est-à-dire la durée est de 6 mois. Donc, sur ce point-là, je voulais poser la question, voir est-ce que le timing de remboursement n'est pas petit par rapport à la somme qu'on doit prendre? Oui, en fait, je l'ai répété, en fait, que le délai est de 3 ans maximum. Donc, l'amortissement est de 3 ans maximum pour le prêt. Donc, ce n'est pas 6 mois. 6 mois, c'est la période moratoire où vous n'avez pas à payer, en fait, d'intérêt et aussi à payer le capital. Au bout de 6 mois, automatiquement, vous devez commencer à payer le prêt, peut-être dépendamment de l'offre que la banque vous fera, peut-être sur 2 ans et demi, peut-être sur 2 ans, peut-être sur 1 an. Ça va être vraiment à vous de négocier avec votre banquier selon leur process interne. Donc, c'est ça. OK. Une autre question qui est là. Est-ce qu'il est nécessaire de contacter sa banque si nous avons déjà souscrit en ligne pour l'assistance du gouvernement? Normalement, vous n'avez pas besoin de contacter votre banque, ils vous contacteront. Donc, quand vous faites votre demande d'éligibilité en ligne, nous avons en fait la Direction nationale des impôts qui vérifie l'éligibilité. C'est-à-dire si vous êtes à jour avec vos impôts, si le RCCM est à jour. Et au niveau dépendamment de ces 2 critères-là, vous allez être éligible en fait ou pas. Donc, si vous êtes éligible, nous envoyons
la liste des compagnies qui ont soumis des dossiers à la banque que vous aurez choisie en ligne. Et en fait, la banque vous contactera parce qu'ils connaissent leurs clients, en fait. Donc, par exemple, si vous allez en ligne, vous mettez Société Générale et vous demandez l'éligibilité, c'est éligible, en fait, la Société Générale va recevoir un email et un texto leur disant qu'il y a une demande qui leur a été acheminée. Donc, c'est à eux de faire le suivi maintenant avec vous. Nous, en tant que comité de pilotage et secrétariat technique, nous assurons que les banques font le suivi très rapidement. Donc, aux 2 jours, on a des reminders, des rappels nous disant de vérifier, Allô? nous disant de vérifier les demandes reçues par leur banque et de faire un suivi. Donc, nous allons laisser aucun client en ligne sans vraiment d'assistance. Donc, soyez-en convaincus. Ouais. OK. Et est-ce que, une question, le code NIF peut-il remplacer la quittance pour les entreprises créées en... Le code NIF peut-il remplacer la quittance? Si le code NIF, en fait, si la personne a un NIF-P et et le document fourni au niveau de la banque nous dit que la personne est à jour jusqu'à telle date ou que la personne a payé ses obligations, il n'y a aucun problème du tout. Nous voulons juste nous assurer que la personne est à jour au niveau de ses impôts. Donc, c'est soit l'un ou l'autre, en fait, mais cela sera vérifié, il y aura une double vérification au niveau des impôts. Je m'excuse, je ne suis pas très fort en fiscalité, mais je sais que le code NIF-P permet automatiquement... Est-ce que je peux aider M. Baldé? Oui, oui, s'il vous plaît, M. Barry, ce point-là, je suis un peu... Voilà. Le code NIF, en fait, c'est un numéro d'identification fiscale. Donc, ce code ne dit en rien, on va dire, sur un délai de court terme que vous êtes à jour de vos impôts. Il n'y a que le quitus fiscal qui peut dire à telle date, vous êtes à jour de vos impôts. Il est bien entendu que si vous ne payez pas vos impôts après une certaine période, ils peuvent désactiver votre code NIF d'une certaine façon. Donc voilà, je ne pense pas que les deux documents soient substituables. Il faut avoir un quitus fiscal si on veut indiquer qu'on est à jour du paiement de ses impôts. Merci. Voilà, merci beaucoup, monsieur Barry, c'est en plein ça. Bon, on a perdu M. Diallo ou pas? Je pense qu'on l'a perdu. Donc, je vois ici une question, si je peux me permettre. Étant donné que ce n'est pas pour de l'investissement, donc pas besoin de business plan, ça vient de l'admin, que faut-il comme document pour accompagner la demande de la PME? Donc, pour accompagner la demande de la PME, les banques demandent des documents qui sont bien sûr dans leur propre process. Cela ne change pas. Nous, comme je l'ai expliqué il n'y a même pas 10 minutes, on a 5 conditions qu'il faut en fait vraiment pouvoir respecter, dont être à jour au niveau de ses impôts, je le répète, avoir 5 employés, avoir un engagement de maintenir au moins 110% des employés. Ensuite de ça, bien sûr, il faut aussi ne pas être endetté auprès des banques. Donc, ça, c'est vraiment les grands points. Allô, vous m'entendez? Oui, M. Diallo. Voilà, je m'excuse, je m'étais déconnecté. Je pense, on va prendre une dernière question en ligne. Ensuite, on va passer à Monsieur Barry. On pourra revenir après. Donc, je vais ouvrir le micro de Monsieur Alfred Lama. Monsieur Baldé, je pense qu'il y a une question qui est assez intéressante qui est là. Les types de garanties que les banques demandent par rapport au fonds. Allô, M. Diallo, en fait, cette question est pertinente. Nous avons une liste de garanties que nous avons transmises au niveau des banques. C'est toujours en discussion pour s'assurer que ce sera des garanties légères. Je ne peux pas en parler au niveau de ce call-là, mais au niveau des points focaux dans chaque banque, ils ont une liste qu'on leur a transmise. J'aimerais que les clients, que les PME se rendent directement au niveau de la banque pour pouvoir discuter de cela avec leurs conseillers. Je pense que c'est la meilleure solution pour le moment parce que chaque PME a des exigences particulières, aussi des conditions particulières.
Donc, si je me dis là, c'est un titre foncier, c'est pas peut-être la même opportunité pour quelqu'un d'autre. Ça peut être un nantissement de machines, etc. Nos types de garanties sont énormes, donc je ne peux pas me permettre de discuter de tous les types de garanties sur un appel. OK, bien répondu. On va prendre une dernière, Madame Maria Massiresso. J'ouvre votre micro. Allô, oui, madame. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, merci beaucoup d'avoir organisé cette formation qui est très utile. J'ai juste une petite question. Au fait, moi, j'ai une entreprise qui évolue dans le secteur de la fabrication des emballages en papier biodégradable. Et j'ai remarqué que parmi les secteurs d'activité cités qui pourraient bénéficier de ce fonds, ce secteur n'est pas listé. Ce que j'aimerais savoir, parce qu'en plus, ce secteur est pourtant impacté aussi parce que nos principaux clients, généralement, c'est les hôtels, c'est le secteur les gens qui évoluent dans le secteur de la restauration. Ce sont les boutiques de vente d'articles qui sont impactés. Donc, nos clients sont impactés. Du coup, conséquemment, nous aussi, nos activités sont au ralenti. Et pourtant, nous ne sommes pas cités parmi les entreprises, parmi les secteurs d'activité qui pourraient bénéficier de ce fonds d'appui. Oui, Madame So, merci pour la question. Elle est très, très pertinente. Et dans le décret du président, en fait, il a aussi mentionné tout autre secteur que le comité de pilotage jugera utile. Donc, ce qu'on va faire, on va mettre une mise à jour au niveau du site. Merci de nous avoir parlé de ce point-là. Votre compagnie est, d'après ce que je comprends, éligible. Et c'est un secteur que je pense que quand vous allez faire la demande auprès de votre banque, nous allons la considérer parce qu'il y a un formulaire à remplir, vous allez expliquer comment vous avez été affecté, etc. Ce formulaire sera remonté au comité de pilotage. Donc, à ce moment-là, ils prendront une décision souveraine de vous rendre éligible au fonds. Et donc, on va faire une mise à jour au niveau du site pour mentionner tout autre secteur impacté par le COVID. Merci beaucoup pour le point. Merci beaucoup. Merci. OK, merci. Donc, je pense qu'on pourra lever nos questions après la présentation de M. Barry. Donc, M. Baldé, s'il vous plaît, on vous êtes beaucoup convoité, donc on espère que vous allez rester avec nous. Comme ça, si on a un peu de temps à la fin du webinaire, on pourra prendre d'autres questions. M. Barry, vous avez le floor. Ok, écoutez, merci beaucoup. Je pense avant de commencer ma présentation, je voudrais réagir aux derniers échanges, surtout sur le fait qu'il faut que l'entreprise dispose de 5 employés. Je pense bien sûr ce qui est écrit dans le décret, mais je pense que le groupe de travail au niveau du FODIP devrait quand même faire remonter cette préoccupation au niveau des membres du gouvernement. Pourquoi? Parce que quand vous faites une enquête, vous vous rendrez compte que quand même nous avons beaucoup plus d'entreprises individuelles que voilà, des entreprises qui ont jusqu'à 5 employés. Et du coup, je comprends bien, l'idée c'est de maintenir l'emploi, mais peut-être aussi le fonds peut aider à maintenir l'activité, donc soutenir quand même des structures qui ont qui n'ont qu'un seul employé ou deux. Hein. Donc, mais je sais que c'est compliqué puisque c'est dans un décret, mais je voulais partager ce commentaire. Donc, bonjour à tout le monde. Moi, je vais essayer de vous présenter. Alors, donc, je vais essayer de répondre à la question suivante, hein, comment bénéficier du plan de riposte de l'État contre la COVID-19. Je pense que M. Baldé du FODIP a donné beaucoup d'éléments pour ce qui est du financement des petites entreprises, des groupements d'intérêt économique pour leur permettre de faire face au problème de Covid. Moi, ce que je vais essayer de faire avec vous,
c'est de faire une analyse du plan de riposte pour voir effectivement quelles sont les bonnes mesures que nous avons dedans et qui pourraient être utiles au secteur privé, mais aussi de voir les limites parfois de ces mesures et en discuter avec vous. J'essayerai aussi d'examiner avec vous les opportunités en termes d'activités qui se présentent dans ce contexte de Covid. Donc, j'aurai un regard beaucoup plus d'économiste voilà, qu'autre chose. Vous aurez compris que je ne suis pas forcément en charge d'un service public qui appuie directement, on va dire, le secteur privé. Mais voilà, je vais essayer de vous partager quelques éléments. Donc, ma présentation se présente comme suit, une analyse des mesures de soutien. Je vais essayer aussi de traiter des conditions d'efficacité des plans de riposte, les objectifs poursuivis dans les plans de riposte, des opportunités de réforme pour l'État, mais aussi des opportunités pour le secteur privé. Donc, pour ce qui est de l'analyse, en fait, des mesures de soutien au secteur privé dans le cadre du plan de relance, vous savez que si on prend le plan de riposte, vous allez y voir 3 volets. Le premier volet traite de l'allègement, en fait, des charges fiscales, financières et sociales dans le secteur de l'hôtellerie. Je ne voudrais pas lister toutes les mesures qui sont là, puisque vous avez vu que la diapositive est bien remplie. Je pourrais partager la présentation par la suite. Donc, je vais prendre juste quelques exemples pour vous, voilà, vous dire à peu près les avantages et les limites. Donc, par exemple, la première mesure qui porte sur le report des charges fiscales et sociales pour le secteur du tourisme et de l'hôtellerie, donc sur la période d'avril à juin. Donc, en fait, ce qu'il faut savoir, que ce report n'élimine pas les tensions de trésorerie pour les entreprises. Donc, la difficulté reste parce que, tout simplement, et nous sommes en train de le vivre, c'est-à-dire qu'on ne s'attend pas à une reprise forte de l'économie ou à une fin de la maladie d'ici la fin de ce mois de juillet. Donc, vous voyez bien que la crise continue, donc il va falloir encore peut-être prolonger ces mesures. Report des contributions en termes de sécurité sociale, donc ça n'élimine pas encore une fois les tensions de trésorerie auxquelles les entreprises sont confrontées. Le paiement progressif des arriérés de l'État au secteur du tourisme. Cet effort de règlement par l'État contribuera à réduire fortement les tensions de trésorerie pour les entreprises. Donc, je pense que nous avons là une bonne mesure, mais qui jusque-là, à ma connaissance, n'a pas connu Docteur un début de... Oui. Est-ce que, si vous permettez, vous pouvez un peu élever la voix pour qu'on puisse mieux entendre? Je vous entends mal. Je dis, vous pouvez élever votre voix un peu pour qu'on puisse vous entendre mieux, pour qu'on puisse mieux vous entendre. Ah, d'accord. OK, je vais élever la voix. Ça marche. Donc, j'étais en train de dire que le paiement des arriérés était plutôt une bonne mesure, mais dont la mise en œuvre, je pense, n'a pas encore débuté, ou si elle a débuté, elle reste encore très lente, en fait, dans son développement. Ensuite, le report sans frais des remboursements, en fait, des emprunts. Des dernières informations que j'ai eues, cette mesure est importante pour les entreprises, mais aussi pour le secteur bancaire. Donc, le secteur bancaire attendait encore que l'État précise les modalités d'application de ce report. Gel pour 3 mois des factures d'eau, donc je pense que c'est une bonne chose. Par contre, comme c'est juste pour 3 mois, et que l'hypothèse est que la crise ne pourrait pas finir dans les 3 mois. Donc, vous voyez bien que ce report-là aussi pourrait
créer ou en tout cas maintenir les tensions de trésorerie. La renonciation à la TVA, c'est un effet induit positif pour le secteur de l'hôtellerie. Toutefois, il faut savoir que la TVA, en fait, c'est une taxe sur les activités. De toute façon, on ne la paye pas si on n'a pas d'activité. Donc, quand on sait que l'activité dans le secteur de l'hôtellerie et du tourisme a fortement baissé, donc on s'est dit là aussi, c'est une aide importante, mais peut-être qu'il ne règle pas tous les problèmes. Le second volet porte sur le soutien à l'ensemble des entreprises. Donc, le précédent volet, vous aurez compris, porterait essentiellement sur le secteur de l'hôtellerie, du tourisme et de l'artisanat. Maintenant, le second volet, en fait, c'est l'ensemble en fait, des entreprises, notamment les PME et les TPE. Donc ici aussi, on a un report en fait de la charge fiscale, donc d'avril à juin 2020. Pesant sur le petit commerce, l'artisanat. Donc, c'est une mesure importante qui a un fort impact. Pour ce qui est de cette mesure, les TPE dont le chiffre d'affaires est inférieur à 500 millions vont bénéficier d'une annulation des charges fiscales et sociales pour une période de 3 mois. En fait, il y a une note de service au niveau de la Direction nationale des impôts qui le précise. Donc, le report aussi pour une période de 3 mois du paiement des impôts, taxes, versements assimilés ainsi que les charges sociales pesant sur les PME pour leurs difficultés de trésorerie. Donc, ici aussi, on a ce report en fait aura pour effet une accumulation en fait d'arriérés parce que n'oubliez pas en fait quand c'est des reports, en fait on reporte tout simplement la charge reste après la période indiquée. Donc, cette mesure a connu un début de mise en œuvre à travers la note de service de la Direction nationale des impôts. Les PME dont le chiffre d'affaires varie entre 500 millions et 1,5 milliard vont bénéficier de ce report. Je pense que la note est sortie depuis le début du mois de juin ou fin mai. Exonération aussi des droits et taxes sur les équipements dans le domaine de la santé. C'est une bonne chose pour aider en fait nos structures sanitaires, notamment les cliniques privées et autres, à s'équiper pour faire face à Covid. Donc là aussi, la note de service de la Direction nationale des impôts portant application du plan de riposte concrétise cette mesure. La note quand même ne détaille pas la liste et la nature en fait des produits qui sont concernés. J'imagine que les entreprises doivent aller en discuter avec les services de la Direction nationale des impôts. Donc, le remboursement de la TVA, pareil. Une autre mesure importante, c'est la poursuite de l'appurement de la dette intérieure. Je pense que c'est une bonne mesure si elle est appliquée. Je ne sais pas aussi jusqu'où en fait les entreprises en fait affiliées à la bourse de la sous-traitance sont concernées par cela. Annulation des pénalités de retard dans le cadre de l'exécution des marchés et des commandes publiques avec l'État et ses démembrements. Globalement, ici, l'État essaie de prendre acte des clauses qui figurent dans ce genre de contrat, souvent les clauses de cas de force majeure. Voilà. Il était prévu en fait qu'un comité soit mis en place pour étudier la situation afin d'identifier l'ensemble des défis posés par le retard et trouver donc des stratégies d'atténuation. Parce qu'au-delà en fait de l'annulation en fait des pénalités, il faut essayer quand même de définir un plan de continuité des activités pour que l'économie continue à vivre et que tout ne s'arrête pas. Création d'un fonds de garantie de prêts bancaires aux PME. Donc, je pense que ce dont M. Baldé en a parlé. Et ensuite, il y a la mise en place d'un fonds spécifique au groupement d'intérêt économique. Je pense que ces deux mesures-là ont été agrégées
par la mise en place en fait du fonds d'appui aux PME ainsi qu'au groupement d'intérêt économique, donc qui est porté par le FODIP. Monsieur Baldé en a largement parlé. Je pense que faciliter l'accès au financement et puis obtenir ce financement avec un taux d'intérêt de 5%, c'est plus qu'intéressant. Maintenant, il faut faire de telle sorte que les critères d'accès ne font pas de telle sorte que globalement, qu'aucun entrepreneur guinéen ne soit éligible. Je pense que le débat, c'est là. C'est entre la sécurisation de ces ressources et l'accessibilité. Donc, le dernier volet, en fait, c'est essentiellement des mesures en rapport avec la politique monétaire. Hein. Donc, c'est l'assouplissement des exigences de réserve. Globalement, vous savez que quand les banques privées prêtent de l'argent, en fait, il y a un ratio de réserve. Donc, il y a une proportion de ce crédit ou l'équivalent d'une proportion de ce crédit prêté qui doit être déposé à la Banque centrale en guise de réserve. Donc, le coefficient ici de réserve obligatoire est passé de 16 à 15%. Donc, c'est ce qui donne une plus grande latitude aux banques privées en fait, de pouvoir prêter. Vous me direz que cette variation est faible, 16 à 15, mais à ce stade, c'est ce qui est retenu. La Banque centrale avait promis de suivre l'évolution du marché et ajuster au fur et à mesure ce taux. Allègement des modalités de financement. Donc, la Banque centrale a mis en place un programme d'injection de liquidité pour 3 mois depuis le 15 avril pour maintenir la capacité de financement de l'économie. Le volume d'injection n'a pas été rendu public, mais là aussi s'adaptera aux besoins exprimés par les banques, selon la Banque centrale. Cette mesure permettra surtout aux banques d'accorder plus facilement des crédits à moyen et long terme, ce qui est assez important parce qu'au-delà de la riposte, il faut permettre à nos entreprises à se positionner pour le moyen long terme. Donc, baisse du taux directeur. Le taux directeur aussi a baissé. Hein. Il est passé de 12,5 à 11%. Ce qui est aussi une baisse significative. Les facilitations de paiement, donc une mesure aussi à fort impact. La Banque centrale a initié des négociations avec les établissements de monnaie électronique. En fait, l'intérêt de cela, c'est de réduire surtout les frais de transfert. Maintenant, vous avez vu globalement les mesures qui ont été identifiées. La particularité de ces mesures, tantôt, c'est d'être spécifique à un secteur. Et lorsqu'elles sont en fait spécifiques à un secteur, c'est que en fait l'effet sur l'ensemble de l'économie n'est pas si importante. Et aussi, certaines mesures jusque-là n'ont pas connu un début de mise en œuvre. Maintenant, j'ai essayé de voir globalement plusieurs plans de riposte, pas seulement le plan de riposte de la Guinée, essayer de voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement sur les conditions en fait, d'efficacité des plans de riposte. Globalement, il apparaît que l'une des conditions, c'est que le plan de riposte ne doit pas être dissocié des objectifs de relance. Laquelle relance requiert une action simultanée en fait sur le maintien de l'offre, mais aussi une stimulation de la demande. Pour le dire plus facilement, c'est que il ne faut pas en fait se focaliser juste sur l'idée qu'il y a une nouvelle maladie qui arrive et qu'est-ce qu'il faut faire en fait pour y faire face. Il faut essayer de voir jusqu'où cette maladie pourrait conduire par exemple à des modifications de comportement. Donc, créer en fait des opportunités nouvelles, jusqu'où cette maladie aussi nous révèle des fragilités de notre économie ou de notre gouvernance qui requièrent du coup des réformes ou bien des nouvelles orientations, des nouvelles priorités. Vous aurez compris quand même que pour faire face à des crises de ce genre, on a besoin de beaucoup d'équipements hospitaliers, mais aussi on a besoin d'un capital humain important.
on a besoin d'une infrastructure importante, notamment dans le domaine du numérique. Donc, vous voyez, c'est un tout qui fait qu'il ne faut pas dissocier la riposte de la nouvelle économie que nous sommes en train de dessiner. Pourquoi aussi il faut en fait relier simultanément l'offre et la demande? C'est qu'il faut soutenir les entreprises pour qu'elles ne tombent pas. Donc, il faut soutenir les structures de production. Il faut que les gens restent en emploi. C'est pourquoi le soutien pour l'accès au financement est important. Mais il faut aussi permettre aux entreprises d'accéder à de nouveaux équipements qui leur permettent en réalité de faire leur mutation pour un nouveau monde, tout en soutenant la demande, parce que aussi les entreprises, même lorsqu'elles ont des services de qualité, lorsqu'il y a des capacités, s'il n'y a pas une demande, il n'y a pas de marché. La seconde condition, c'est que les mesures doivent être communes à l'ensemble de l'économie avec une différenciation des paramètres donc d'intensité et de durée. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'il ne faut pas avoir des mesures qui se focalisent à un seul secteur. Il faut avoir une vision d'ensemble parce qu'il y a une interdépendance entre les secteurs. Et donc, il est vrai qu'on ne peut pas prendre la même mesure pour tous les secteurs, mais on doit avoir une approche globale qui fait qu'aucun secteur n'est abandonné. Et parce que aussi, une économie, en fait, c'est comme un véhicule, c'est un mouvement d'ensemble. Donc, s'il y a un coin qui ne fonctionne pas bien, ça peut retarder ou limiter le fonctionnement des autres secteurs. Donc, les objectifs généralement poursuivis dans les plans de riposte, alors pourquoi j'en parle? C'est pour vous permettre en fait de mettre en perspective notre plan de riposte en le comparant avec ce qui est fait aussi ailleurs, parce que presque tous les pays se sont dotés de plans de riposte. Donc, j'ai essayé de faire toute une revue de littérature pour voir réellement qu'est-ce que contiennent généralement les plans de riposte. Globalement, vous allez en fait trouver que les plans de riposte poursuivent 6 objectifs. Le premier, et souvent il relève de la riposte et c'est l'immédiat, c'est comment prévenir au maximum les faillites avec des mesures donc, qui participent à l'allègement des charges fixes, donc des grandes entreprises, des PME, des très petites et moyennes entreprises. Donc vous aurez compris que par exemple en Guinée, on s'est focalisé beaucoup plus sur les PME et les petites et moyennes entreprises. On ne parle pas beaucoup des grandes entreprises. Pourtant, en réalité, on devrait aussi se soucier de la santé des grandes entreprises dans le cadre de cette crise sanitaire qui est en train de se transformer en crise économique. Parce qu'encore une fois, grandes entreprises et petites entreprises, en fait, ça se tient, ça travaille ensemble, c'est tout un système. Donc, soutenir le maintien de l'emploi lorsque cela est possible en actionnant des mesures de maintien d'emploi contre subvention via des outils fiscaux et budgétaires. Donc, pourquoi ici aussi on ajoute lorsque c'est possible? Il ne faut pas, par exemple, essayer de maintenir des emplois non productifs ou des emplois qui ne seraient pas durables dans le temps. Voilà, il faut essayer surtout de réfléchir en termes de mutation. Les emplois en fait qui sont essentiels pour l'économie de demain, il faut les maintenir et essayer de faire avancer notre économie. Soutenir le secteur financier en fournissant de la liquidité. Vous savez que si, comme on dit banalement, si le cash ne circule pas au sein de l'économie, c'est énormément de problèmes. Donc, que ce soit pour les entreprises en fait, de l'économie réelle, mais aussi pour le secteur financier. Le secteur financier a particulièrement besoin d'un soutien des banques centrales pour pouvoir supporter du fait qu'on assiste à des reports de paiement de crédit ou à des étalements d'échéances, mais aussi du fait que, du fait qu'il y aura moins en fait aussi de projets qui se présentent à ces banques pour être financés. Donc, la demande, en fait, pour les services bancaires va baisser. Donc, il faut
que l'État leur octroie de la liquidité, mais réduisent aussi ce qu'on appelle communément les ratios prudentiels. Stimuler la demande donc en préservant au maximum l'enveloppe initiale d'investissement public. Donc ici, en fait, c'est essayer de soutenir la demande, essayer de soutenir les couches vulnérables, mais sans réduire en fait l'investissement public. Parce que l'investissement public, comme tout investissement, en fait, c'est ce qui permet de préparer l'économie nationale en fait de demain, ce qui permet de réaliser les infrastructures. Donc, si on transforme l'investissement public en des dépenses sociales d'urgence, il y a aussi, cela risque en fait d'accroître la crise à moyen terme parce qu'on n'aura pas acheté tout ce qu'il nous faut pour rendre notre économie plus résiliente. Donc, il faut stimuler l'investissement à travers la mise en place donc, des garanties de crédit, des crédits d'impôt, des taux bonifiés en contrepartie d'investissement. Le dernier objectif, c'est de préparer l'avenir de manière à renforcer la résilience de l'économie en favorisant, par exemple, la simplification des procédures de l'État, la digitalisation des actes administratifs, la formalisation de l'économie, la mise en place d'une fiscalité inclusive. Donc, pour pouvoir atteindre ces objectifs, pour ce qui est de la Guinée, cela exige quand même des réformes du secteur public, des réformes de l'État. Je pense qu'à l'État, à l'état de notre gouvernance et de la structure de nos politiques publiques, je pense qu'il est illusoire de penser qu'à court et moyen terme, on peut atteindre ces différents objectifs. Donc, quelles sont les réformes que l'État pourrait actionner ou que l'État avait déjà actionnées et pourrait poursuivre en accélérant la mise en œuvre? Donc, il y a la digitalisation de l'État, donc réaliser en fait les chantiers structurants de ce qu'on appelle l'e-administration, identification unique de la population, digitalisation simple et rapide des services administratifs. Donc, et tout cela, l'intérêt, c'est que ça peut se faire avec, encore une fois, des compétences locales, parce que maintenant, nous avons en fait des entreprises dans le domaine de l'informatique qui sont performantes. Renforcer aussi la formalisation de notre économie, booster davantage donc l'intégration progressive en fait de l'économie informelle, ce qui m'amène en fait à réagir encore une fois par rapport au fonds d'appui. Ce fonds doit avoir vraiment une approche stratégique qui consiste à montrer à nos opérateurs économiques que des services publics existent et que si ces opérateurs économiques jouent le jeu de la formalisation des déclarations fiscales, de donner un statut social en fait à leurs employés, une certaine protection, c'est-à-dire essayer de sortir de tout ce beau monde de la précarité, l'État sera là pour accompagner en facilitant un certain nombre de choses. Je pense qu'il serait assez important que le fonds ait cette approche stratégique. Donc, d'être en fait un instrument catalytique pour transformer notre économie. Renforcer l'efficacité et le rôle social et protecteur de l'État. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est qu'il faut profiter de la crise pour améliorer la connaissance des classes populaires, améliorer surtout les canaux de communication, parce que l'État, par exemple, utilise l'Agence nationale, c'est l'ANIES, c'est l'Agence nationale d'inclusion économique et financière, je pense quelque chose comme ça. Par exemple, pour faire des transferts de fonds, l'idée, c'est d'utiliser ces mécanismes pour avoir une bonne cartographie en fait, de nos classes populaires et de leurs besoins, de renforcer leur proximité et la confiance que ces populations pourraient accorder à l'État. Adapter une partie de l'appareil administratif aux besoins de la classe populaire afin d'améliorer l'efficacité de l'État-providence. Cela voudrait dire qu'il faut surtout investir dans le domaine de la santé, de l'éducation et des mécanismes aussi de transfert des ressources publiques vers les populations les plus vulnérables. Santé et éducation, en fait, c'est ce qui est essentiel
pour rendre nos économies résilientes et les préparer pour l'avenir. Un engagement renouvelé de l'État pour une économie plus saine et plus solidaire. Globalement, en temps de crise, si vous voulez, personne n'est gâté. Donc, les entreprises manquent de ressources, l'État manque de ressources. Donc, c'est le moment aussi d'essayer d'inscrire l'État dans une logique de bonne gouvernance, de manière à ce que chaque franc dépensé soit en fait un franc justifié ou un franc qui conduise à un certain résultat. Améliorer la coordination gouvernementale, là aussi c'est pour les mêmes raisons, hein, c'est pour réussir à délivrer efficacement, mais aussi à réduire les coûts organisationnels ou les coûts bureaucratiques. Poursuivre les réformes sur les établissements publics administratifs. En fait, les établissements publics administratifs pour l'État, ce sont en fait ces services-là qui sont les services de proximité, c'est-à-dire ce sont ces institutions-là qui délivrent réellement des services aux populations. Un exemple d'établissement public administratif, ce sont les écoles, les hôpitaux. Donc, il est important que ces structures tournent bien. Soutenir aussi la déconcentration et la décentralisation financière au niveau des collectivités. Il est important qu'au niveau des communes et des quartiers, qu'il y ait des budgets pour accompagner aussi bien les populations que les entreprises, parce que l'État au niveau central, malgré l'existence des agences et tout ce que vous avez, l'État n'est pas suffisamment outillé, ne dispose pas de suffisamment d'informations pour accompagner efficacement les populations à la base. Donc, moderniser aussi la chaîne logistique, donc faciliter des investissements structurants qui pourraient améliorer la compétitivité de notre économie. Par exemple, on s'est rendu compte qu'avec la fermeture des frontières, on ne pouvait pas exporter facilement et pourtant on n'avait pas beaucoup de chaînes de froid, par exemple, pour le secteur agricole pour pouvoir conserver les produits alimentaires. Je pense qu'il est important d'améliorer vraiment l'infrastructure routière, la capacité de stockage de nos producteurs. Toujours pour les réformes de l'État, donc amélioration de l'indépendance économique. Donc, il s'agit là de stimuler la production locale, de substituer aux produits importés. Comme il est difficile, ou en tout cas, on aura compris que des situations pourraient survenir et que ces situations pourraient faire qu'on ne peut pas importer tout ce dont l'économie nationale a besoin. Donc, il est important que l'État stimule la production en fait locale des substituts. Globalement, il faut soutenir en fait ce qu'on appelle en Guinée la politique du contenu local, mais en essayant d'être efficace, ne pas chercher à tout faire, mais faire ce dont on a réellement besoin, c'est-à-dire pour la consommation nationale. Améliorer le climat des affaires, le soutien aux entrepreneurs. Je pense aussi, voici un fardeau, s'il est allégé, pourrait en fait permettre à nos entreprises d'être plus agiles, plus réactives et plus aptes à grandir et à faire face à la compétition, que ce soit dans notre pays ou dans la sous-région. Donc, le climat des affaires doit être assaini et allégé. Création d'un fonds d'investissement sectoriel unifié. Alors, création de fonds d'investissement, ça, c'est l'idée, en fait, c'est qu'il peut y avoir plusieurs fonds ici et là pour aider les entreprises, mais peut-être à un moment donné, il faut qu'il y ait une unification des ressources existantes pour avoir une bonne coordination. Élaborer donc aussi une fiscalité inclusive, donc veiller à la stabilité fiscale, éliminer les mesures contradictoires avec le développement économique des secteurs clés. Globalement, il faut éviter une fiscalité qui décourage l'activité. Quand une fiscalité décourage l'entrepreneur de poursuivre l'activité, c'est que ce n'est pas une bonne fiscalité. Ça voudrait dire qu'on devrait faire une évaluation vraiment économique de tous les types d'impôts que nous avons pour avoir en fait une fiscalité adaptée à notre structure économique,
en quelque sorte. Donc, réduire aussi la TVA pour certains secteurs, notamment les secteurs qui sont concurrencés par l'informel. Donc, si on veut aussi encourager la formalisation, il faut réduire en fait la concurrence entre l'informel et le formel. C'est-à-dire, il ne faut pas que ça soit très intéressant pour l'opérateur économique de rester dans l'informel. Renforcer en fait le capital humain, veiller à ce que les spécialisations médicales, paramédicales, d'ingénierie requises pour lutter contre ce genre de pandémie soient disponibles, investir davantage dans l'éducation et la santé, équiper nos écoles et nos universités de manière à permettre des formations à distance, mettre fin au monopole des médecins dans la gouvernance en fait, du système de santé. Ce qu'en fait je veux dire par là, c'est que ce n'est pas parce qu'on est un bon médecin qu'on est un bon administrateur d'un hôpital. Je pense qu'il faut que des économistes, des gestionnaires puissent intégrer ce système pour l'améliorer. Intégrer la dimension formation et emploi dans toutes les politiques macroéconomiques. Maintenant, on en vient en fait presque au dernier point, c'est comment le secteur privé pourrait contribuer à l'atteinte des objectifs dont j'ai parlé plus haut. Mais en fait, c'est plutôt quelles sont les opportunités qui se présentent aujourd'hui qui pourraient concourir à l'atteinte de ces objectifs. Globalement, en raison de la survenue de la crise, vous avez des opportunités qui émergent avec la crise, hein, même s'il y a parfois plus de problèmes et de déstabilisation, mais il y a quand même quelques opportunités. Il ne faut pas aussi perdre de vue que la crise, en fait, induit souvent un changement de comportement pour le consommateur, donc créant ainsi de nouveaux besoins. Ça peut conduire jusqu'à ce qu'il y ait une reconfiguration de la demande et puis aussi dans ce que j'ai appelé tout à l'heure, comment maintenir une capacité opérationnelle des entreprises. Donc là, il y a aussi un marché qui se crée. Donc, qu'est-ce que j'ai essayé de faire ici pour vous? C'est de prendre par secteur et dire à peu près quelles sont les opportunités qui se présentent, sachant que je considère que vous, les opérateurs économiques, vous détenez une plus grande expertise sur ces questions et vous êtes mieux outillés pour identifier les opportunités. Donc, parmi les opportunités ponctuelles, par exemple, pour la grande distribution, on peut booster la consommation de produits frais, ici donc du vivrier national et du surgelé. Donc, l'idée ici, c'était puisqu'il y a des difficultés d'importation, qu'on regarde réellement comment booster la consommation des produits frais, ici de la production nationale. Au niveau des marchés de télécom, la mise en marché, en fait, donc d'outils collaboratifs supportant le travail à distance, bon, comme ce que nous faisons ici. Hein, il y a besoin de développer des applications, des dispositifs technologiques pour nous permettre, en fait, de travailler à distance. Il y a besoin d'avoir des supports de paiement dans le monde agricole, donc investir beaucoup plus dans le maraîcher au lieu d'importer les produits maraîchers. Toujours quand je prends la grande distribution, il y a aussi des opportunités liées au changement de comportement. Par exemple, on peut booster la livraison à domicile, le e-commerce via des partenariats. Donc, je ne vais pas vous lire tout pour ne pas être trop long, mais ça vous donne une idée. On peut booster, par exemple, le contenu local au niveau du télécom, au niveau des capacités opérationnelles dans le monde agricole, on peut accroître l'autosuffisance sur le riz, développer en fait des céréales alternatives. Les télécoms aussi peuvent aider à réorienter la réalisation d'opérations en ligne. Donc, vous avez toutes ces possibilités. Si je prends les secteurs logistique, banque, assurance, donc on peut accroître ou faire naître des ventes vers le business de la livraison. Quand je prends les banques, être plus actifs sur le financement des professions libérales et des entreprises dans le domaine de la santé, parce qu'il y a une nouvelle demande quand même en matière de santé, donc les banques pourraient accompagner cela.
Au niveau des assurances, rendre maximale la sensibilisation sur les produits d'assurance santé et prévoyance. Donc, avec la crise sanitaire, on peut se rendre compte qu'avoir une assurance santé pourrait être utile. Donc, ce sont des solutions de ce genre. Par exemple, toujours au niveau des capacités opérationnelles, je dis accélérer les investissements dans les entrepôts de stockage frigorifique, nécessité de disposer de distributeurs de billets pour éviter en fait d'aller tous au niveau des agences bancaires, enfin d'être tous rassemblés au niveau des agences bancaires, accélérer la digitalisation aussi au niveau de l'assurance. Donc, l'industrie pharmaceutique, essayer aussi d'intensifier la recherche sur la phytothérapie afin d'avoir une réponse locale par rapport à ce genre d'épidémie. Au niveau du textile, rendre pérenne une ligne de production, par exemple, de masques en tissu, au moins destinés à la demande locale, voire sous-régionale. On peut aussi rendre opérationnel une ligne de production de gants, de blouses, de plastique, de lunettes médicales. Donc, tous ces équipements, je pense, pourraient être produits dans le domaine de la construction. On peut développer une offre sur du préfabriqué. Ça, c'était surtout lorsqu'il y avait la période d'urgence pour permettre, par exemple, à l'État d'avoir des centres de soins. Substitution des produits d'importation avec les matériaux locaux, surtout dans le domaine de la construction. Essayer de réussir ces défis-là. Donc, voici les éléments que je voulais vous partager en espérant avoir été informatif. Merci beaucoup. Oui, M. Barry, nous vous entendons. Et très belle présentation, très pertinente. Je pense que c'est M. Diallo qui est en mute, M. Directeur de la BSTP. En tout cas, comme M. Barry l'a dit, si vous avez des questions, vous pouvez les poser sur le chat ou lever la main. Peut-être qu'on a accès aussi, le temps qu'ils reviennent. Parmi les composantes du plan de riposte, est-ce qu'il y a une composante dont vous vous occupez? Non, non. Je pense que vous travaillez peut-être avec une de nos directions qui s'occupe de la promotion du secteur privé. Mais oui, moi, je m'occupe des partenariats publics-privés. Okay. Donc, nous, on travaille essentiellement avec des gros investisseurs sur l'impact de Covid sur les projets là. Je pense que c'est une bonne observation. Hein? C'est-à-dire que je peux dire un mot par rapport à cette question. Vous voulez répondre ou vous voulez que je... Je peux dire un mot, après vous allez réagir, monsieur. Allez-y, docteur. En fait, il est vrai que si les banquiers ont un bon client, ils peuvent avoir intérêt à vouloir le positionner sur leurs produits à eux. Cependant, puisque nous voulons quand même aider des structures qui sont très nécessiteuses, donc c'est vraiment les structures qui ne peuvent pas profiter du marché actuellement. C'est-à-dire que c'est des structures qui considèrent que le coût de financement du marché actuel est trop élevé pour leur permettre d'accéder aux ressources. Donc, voilà. Moi, je pense que malgré tout, les clients ciblés, ou en tout cas les entreprises ciblées par le FODIP ou l'État de manière générale, seront plus intéressés à suivre le programme du FODIP. C'est pas ce que vous en pensez. Absolument, Dr Barry, vous avez vraiment cerné du bas le point. Et aussi, les banques ont un coût d'opportunité. En fait, une opportunité plutôt à aller avec les fonds du FAGE. Ils ont accès à des fonds d'abord qui leur coûtent rien et ils peuvent avoir jusqu'à 2,5%, toutes taxes comprises, comme frais de gestion de ces fonds-là. Donc, et la plupart des PME, à notre avis, qui iront vers ces banques, ne peuvent pas, normalement, en règle générale,
avoir accès au fonds de ces banques-là à 18% avec des garanties exorbitantes. Donc, le FAGE est là pour non seulement les aider à avoir l'accès, mais aussi à avoir un coût moins élevé. Donc, ça que je peux rajouter à ce niveau-là. Je pense que M. Diallo est revenu, si je ne me trompe pas. Il y a aussi un monsieur qui demande en fait s'il y a quelque chose qui est prévu dans le plan de riposte pour aider les auto-entrepreneurs. Les micro-entrepreneurs. J'ai vu quelque chose. Au niveau du plan de riposte. Oui, j'ai même vu auto-entrepreneur. En fait, ce qu'il faut dire, aujourd'hui, ce qu'il y a réellement pour financer ou aider pour aider les entreprises, vous avez un dispositif fiscal pour alléger les charges fiscales et sociales. Ensuite, pour les financer, vous avez le programme du FODIP. Maintenant, le programme du FODIP, malheureusement, parce que moi, je considère que c'est une erreur d'écrire le décret comme ça, on aurait pu ouvrir pour des entreprises à 1 ou 2 personnes. Parce que, je vais dire pour une entreprise qui n'a un seul employé ou une entreprise qui fonctionne seulement avec un auto-entrepreneur, et puis voilà, quoi, il n'a pas de salarié. Pourquoi? Parce que quand vous faites une enquête ici, vous allez vous rendre compte que la majorité des entreprises, voilà, c'est autour de ce créneau-là. C'est auto-entrepreneurs ou des entreprises avec 2 employés globalement. Et du coup, voilà quoi, il y a cette contrainte. Moi, je ne sais pas si le comité de pilotage ne peut pas en discuter pour voir quelles mesures, pour ne pas en fait commettre des critères qui empêchent les gens dont on cible de profiter en fait. Parce que c'est fait pour ce genre de profil. Je suis absolument d'accord avec votre point, docteur Barry. En fait, le fait de fermer ce fonds-là au secteur informel est un grand handicap parce que nous aurons pu en fait profiter de ce fonds-là pour essayer de formaliser, structurer, encadrer plusieurs entreprises informelles pour leur permettre d'avoir accès au financement. Et en même temps, bien sûr, élargir l'assiette fiscale de l'État. C'est la bonne opportunité de le faire. Ouais. Maintenant, ce qu'on peut faire, vu qu'on veut pérenniser ce type de fonds-là, dans le cadre du FODIP, à long terme, on est en train de voir quelle stratégie adopter pour que le secteur informel soit en fait inclus dans tout ce qui est riposte additionnelle au sein de l'État. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'on pourrait peut-être travailler dessus le plus rapidement possible au sein du FODIP. Ça serait très bien. Parce qu'en fait, le FODIP doit aider à 2 choses. Il y a l'emploi, mais pas il y a l'activité. Et l'activité est portée par des individus essentiellement. Donc, je pense que ça serait bien si on arrive à intégrer une petite révision. Absolument. Et on a une séance de travail avec la DNI et certains CGA par rapport à cela. Un document sera en fait en cours même d'élaboration. On va soumettre au comité de pilotage peut-être pour avis et voir comment on peut faire pour que ces personnes-là soient prises en compte. C'est une très belle réflexion. Ouais. Et je vois une question ici, c'est écrit, est-ce que le FODIP impose des conditions standards aux banques ou bien une banque peut appliquer des conditions qui lui sont propres, comme l'application des normes islamiques qu'applique la banque islamique? Excellente question. Au niveau de la banque islamique, la convention qu'on fait signer aux banques ne peut pas s'appliquer à eux parce qu'ils ne prennent pas d'intérêt. Donc, on doit trouver avec la banque islamique comment adapter la convention à leur propre processus. Donc, cela sera fait. Mais les conditions générales pour toutes les banques sont les mêmes. Au niveau des critères généraux d'admission du décret, cela, on ne peut pas les changer. Et ils ont leur propre processus qu'ils vont suivre aussi. Donc, ça, on ne peut pas changer. Mais les critères spécifiques, comme par exemple les intérêts qui sont prohibés au niveau de la banque islamique, on va adapter la convention pour cela. Okay. Il y a aussi quelles mesures concrètes d'accompagnement pour le secteur du e-commerce?
Je pense que le secteur du e-commerce est couvert par vos ressources. Hein. Ça a coupé, monsieur Dr Barry. Ouais. Je dis, il y a une question, en fait. Il y a un monsieur qui demande quelles sont les mesures concrètes d'accompagnement du secteur du e-commerce. Donc, je pense que c'est les mêmes mesures que les autres secteurs font. C'est les mêmes. Il y a les allègements fiscaux et il y a le financement via le programme du FODIP. Donc, c'est ce qu'on a. Maintenant, il y a des gens qui demandent à ce qu'on active leur micro. Nous, on ne peut pas. Il n'y a que M. Diallo Abbé qui peut en fait activer vos micros. Hein. Je vais activer, je suis là. Il y a un monsieur qui demande à intervenir. Lequel? Oui, on vous entend, M. Diallo. Ok. Vous dites qu'il y a un monsieur qui demande à poser des questions. Ok, je vais ouvrir le micro de monsieur. On va passer à monsieur Sidibé Bandian. Monsieur Sidibé, vous pouvez parler. Vous êtes à mute, mais vous pouvez parler. Sachant que monsieur Diallo, je vais devoir partir à 13h exactement. Hein? Ok. Mais je pense qu'on a 9. Monsieur Sidibé, si vous avez une question, vous êtes sur le mute, mais vous pouvez, si vous avez le mute, vous pouvez parler. Vous pouvez poser votre question. Moi, ma question, elle est la suivante. Est-ce que il y a un canevas de travail par rapport à l'obtention du fonds Covid? Ça, c'est la première question. Un canevas de travail défini par rapport à l'obtention de ce fonds. Ça, c'est la première question. La deuxième question, pourquoi ce fonds de riposte Covid ne s'est pas intéressé à l'investissement? Et le troisième point, quel accompagnement technique faut-il disposer pour appuyer les entreprises les plus touchées? Okay. S'il vous plaît, comme on a beaucoup de personnes, d'autres personnes qui veulent poser des questions et on est limité en temps, on va prendre une question par intervenant pour aller plus vite. D'accord. Donc, je vais y aller rapidement. Bien sûr qu'il y a un Canva. Depuis 1 heure, on en parle du Canva. Donc, si vous allez sur le site fageux.fodip.gov.gn, tous les points par rapport au Canva sont là-bas. Donc, je vous conseille vraiment de le lire calmement et de bien le cerner. Et ensuite, si vous êtes intéressé, d'appliquer en ligne ou d'aller vers votre banque. Le deuxième point, si je ne me trompe pas, c'était par rapport à... Bon, je vais à le dernier point. Au niveau du renforcement des capacités techniques, on a soumis au niveau du comité de pilotage un projet pour que les personnes qui seront bénéficiaires des fonds aient un accompagnement technique aussi. Donc, pour cela, chaque fois qu'il y aura un déboursé, ils seront dans une base de données et on va les accompagner aussi sur certains aspects de leur gestion. La deuxième question, je l'ai complètement oubliée, si quelqu'un peut me le rappeler. Oui, on va passer au prochain. Bon, on va passer à la prochaine question. Alexis, monsieur Alexis, vous pouvez poser votre question, mais vous êtes sur le mute, monsieur Alexis. Ok, merci beaucoup. Je pense que je vais m'associer aux autres pour remercier et féliciter l'initiative. En fait, j'ai un avis personnel que je voulais donner par rapport au FODIP. C'est que pour moi, ces conditions sont assez rigoureuses. Vu aujourd'hui le nombre d'entreprises en Guinée ou quel que soit le niveau qui répondent à ces conditions, on n'en aura pas normalement assez. Donc, je me joins en fait à certaines remarques de Dr Barry pour dire que c'est important qu'on puisse revoir ces différents aspects pour que le maximum d'entreprises, comme nous sommes en temps de crise, puissent avoir accédé au fonds avec un assouplissement des différentes mesures, comme je l'ai dit. Je vous remercie. Merci pour la remarque, M. Kapam, Guinée. Et c'est des points qu'on avait déjà soulevés au niveau du comité de pilotage. Et je pense qu'ils suivent leur cours pour permettre d'alléger peut-être certaines de ces restrictions-là. Pour le moment, malheureusement, c'est un décret présidentiel. Nous sommes soumis à ce décret-là.
on va espérer que toutes les recommandations qu'on propose seront prises en compte au niveau du comité de pilotage qui vont les remonter à la personne garante des décrets en Guinée, le président de la République. Merci. Okay. Monsieur Kourouma Mamoudou, vous pouvez poser votre question, mais vous êtes sur mute pour le moment. Bonjour tout le monde. Allô? Bonjour. Oui, bonjour Dr Barry, merci pour votre présentation. Nous sommes très très satisfaits. Et moi, ma question, elle est la suivante en fait. Je l'ai déjà posée, je crois, sur le chat. Je souhaiterais savoir, en ce qui concerne l'accompagnement ou le pilotage des auto-entrepreneurs, est-ce qu'il y a-t-il des rubriques spécifiques pour les accompagner du point de vue technique afin de profiter de ces fonds et aussi éventuellement, pourquoi ne pas profiter de ce plan de riposte Covid pour essayer de mettre une feuille de route pour la formalisation des auto-entrepreneurs qui ne sont pas trop dans ces régularités qui nous permettraient d'avoir la facilité d'accéder à ce fonds. Parce que grâce à ces fonds, on peut mettre de nouvelles techniques en place afin qu'ils puissent formaliser leur secteur et retrouver le standard en fait d'exploitation. Ok, merci beaucoup. Je pense que la difficulté en fait avec les créations de fonds, bon, je suis pas toujours bien placé pour dire ce que je dis, mais comme il faut quand même discuter des choses, il faut en discuter. C'est que je pense que ce genre de texte, idéalement, devrait être discuté avec des représentants du secteur privé qui connaissent beaucoup plus leur propre réalité avant d'être finalisé et soumis au président. La difficulté, c'est que je pense que les gens qui ont travaillé dans l'urgence et où les gens qui ont été consultés n'ont pas prêté attention à certaines choses. Sinon, en tout cas, moi, je vois un fonds comme ça, il doit être un incitatif. On a beau dire aux gens formaliser. On a beau dire aux gens formalisez-vous, s'ils n'ont pas intérêt à se formaliser, ils ne vont pas se formaliser. Donc, il faut qu'il y ait quelque chose d'intéressant en fait comme rançon de la formalisation. Et ce fonds pourrait constituer cela, parce que quand même, s'il devient durable, c'est la possibilité d'obtenir des financements dans la durée. Ensuite, il faut savoir, en Guinée, il existe ce qu'on appelle les centres de gestion agréés. Les centres de gestion agréés, malheureusement, n'ont pas bénéficié pour moi d'une bonne publicité et d'un accompagnement suffisant. Sinon, voici un espace qui permet à l'opérateur économique informel de venir adhérer à des tarifs vraiment raisonnables, obtenir la tenue de sa comptabilité et bénéficier d'avantages fiscaux en conséquence. Donc, ces dispositifs existent, mais rarement peu exploités, connus par les opérateurs économiques. Et c'est en cela que c'est que la bourse de la sous-traitance fait là, qui consiste à venir présenter en tout cas à présenter auprès des opérateurs économiques des politiques publiques pour vous permettre de savoir réellement quelles sont les opportunités contenues dans ces politiques-là. Je pense que c'est une bonne chose. Ce que aussi vous devez savoir, il y a un document qui est en cours d'élaboration qui viendra compléter le plan de riposte. Il y a un plan, alors il y a une stratégie nationale de lutte contre Covid qui, normalement, à partir de 2021, doit remplacer d'une certaine façon le PNDS, qui comporte aussi pas mal de mesures. Mais je pense que pour ce document, il y aura des consultations avec le secteur privé et il faudra profiter de ces consultations pour mettre les éléments qui permettent au secteur privé de profiter réellement des politiques publiques efficacement. Ok. Merci, Dr. Barry. Je pense que là, on arrive à point. Il est 13h.
Le webinaire était prévu de 11h à 13h, donc on a bien géré le temps, donc je pense qu'on va s'arrêter là. Permettez-moi au nom de toute la bourse de France de vous remercier d'avoir pris votre temps pour venir partager ces astuces, ces politiques, ces différentes stratégies avec le secteur privé et pour avoir été très, très concret et très pragmatique par rapport aux solutions et aux pistes envisagées. Donc, Monsieur Baldé du FODIP également, on vous remercie vraiment pour votre disponibilité à venir partager le fonds d'appui et pour expliquer aux PME comment elles peuvent en bénéficier. Et nous allons continuer ce genre d'exercice dans le cadre de notre plan d'appui afin de vous apporter des astuces, des solutions aux différentes problématiques et aux thématiques qui se posent. Donc, sans tarder, je vous remercie et je vous souhaite une bonne fin de semaine. Merci. Merci à tout le monde. Merci beaucoup.